Alors, nous avons parlé un peu de tous les symboles présents sur les cartes. Il y a aussi des cartes chariots, en fait des symboles chariots qui nous permettent de nous déplacer sur les deux seules routes qui existent sur le jeu, donc il faudra parfois utiliser ces cartes chariots, mais il existe un dernier symbole que nous n'avons pas vu, c'est le symbole militaire. Effectivement, vous ne croyez pas qu'on ne va pas finir par se taper dessus à force de prendre des colonies les unes à côté des autres, on va pouvoir faire le siège de certaines villes, et pour cela nous aurons besoin de symboles militaires. Alors comment assiège-t-on une ville adverse? Eh bien déjà il va falloir se déplacer comme pour une colonisation, donc là imaginons que notre joueur britannique décide de partir d'Halifax pour attaquer Louisbourg car il en a marre des attaques de pirates de ce joueur. Il lui faut donc jouer la carte Halifax, un correspondant, et la défausser pour pouvoir s'y déplacer. Ensuite, il va falloir jouer la carte pour pouvoir se déplacer jusqu'à Louisbourg. Donc à Halifax, on me dit que je peux m'y rendre avec un bateau, il faut donc que je joue une carte où il y a un symbole de bateau. Et maintenant, il va falloir que je joue un symbole de militaire pour avoir le droit d'attaquer. Alors on peut jouer des cartes spéciales que l'on aura acquis préalablement, qui indiquent un nombre de symboles, mais il existe aussi certaines cartes de lieu qui possèdent ce symbole militaire. Donc par exemple, il pourrait décider de jouer la carte Boston qui a un symbole militaire. Hop, il la défausse. Il va alors prendre son gros jeton rond qui correspond à son symbole de siège et il va le placer sur la ville pour montrer que celle-ci est assiégée par ses troupes. On va ensuite utiliser l'échelle de siège qui se trouve à côté du plateau de jeu. Là, comme c'est un siège effectué par le joueur britannique, on va utiliser le British Siege Track. On prend le marqueur correspondant que l'on va placer sur la case 1 en faveur du défenseur. Donc là, c'est le côté défenseur, puisque c'est le côté bleu qui correspond aux Français, et le côté rouge, c'est le côté attaquant. Donc on le met ici sur la case 1, puisque toutes les villes tous les villages, tous les emplacements du plateau de jeu, ont une valeur de défense de 1 naturel. Ensuite, on va regarder si la ville assiégée, ou si le village assiégé, a une fortification. Les fortifications, je vous rappelle, c'est les petits disques. Alors, s'il y a une fortification sur cet endroit-là, on va décaler encore de 2 vers le défenseur. Ça lui donne un bonus de 2 en défense. Là, dans notre exemple, il n'y a pas de disque, on ne fait pas donc cette modification. Et enfin, on va regarder si, à côté de la ville, il y a un petit symbole de combat, c'est-à-dire avec les 2 fusils croisés. Effectivement, là, à côté de Louisbourg, il y a ce symbole de présent en 1 exemplaire. On va donc donner un bonus de 1 au défenseur. Donc certaines villes du plateau ont ainsi ces petits symboles qui vont leur permettre de se défendre mieux contre les attaques adverses. Enfin, on va déplacer le marqueur, cette fois-ci en faveur de l'assaillant, en fonction de la carte qu'il a jouée, la carte de valeur militaire. Donc là, comme j'ai joué Boston où il n'y avait qu'un seul symbole, eh bien, j'avance de 1 à cet endroit-là. Si j'avais joué une carte spéciale avec 2 symboles, j'aurais pu avancer de 2. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, j'avance de 1 ici. Alors attention, les sièges vont rester en place jusqu'à ce que quelqu'un l'emporte. Comment ça va se passer? Eh bien au début du tour de chaque joueur, on va vérifier si on a des villes en état de siège ou si on assiège des villes. Et si on a le marqueur qui est présent de notre côté, c'est-à-dire sur une case de notre couleur, on remporte immédiatement le siège. Donc là par exemple, si c'est à mon adversaire de jouer maintenant, le marqueur est sur une case bleue, et bien malheureusement il remporte le siège et j'aurais raté mon attaque. Il va donc falloir avec ma deuxième action que je fasse progresser ce marqueur en jouant à nouveau une carte militaire comme action. Alors attention, toutes les cartes militaires que l'on joue vont être placées sur l'emplacement spécial correspondant au siège. Donc là, comme c'est un siège britannique, ma 3e carte que j'ai jouée lors de ma première attaque a été placée ici et non pas dans ma pile de défausse. Ça voudra dire que ma carte de Boston va être bloquée tant que le siège ne sera pas résolu. Donc là, nous avons vu que si je reste dans cette position-là, je vais perdre. Donc, ce joueur-là peut décider de jouer une carte supplémentaire présentant 2 emplacements
Pour faire progresser de 2 dans sa direction, malheureusement il ne termine pas sur une case rouge, donc au début du prochain tour, il ne pourra pas remporter le siège, qui va donc s'éterniser un petit peu. Mais au moins ça va permettre que lorsque ça va être maintenant, puisque j'ai fini en jouant ma deuxième action, en posant une carte, c'est au joueur bleu de jouer, eh bien celui-ci va être obligé de répondre au siège, ou bien ne pas jouer, pour pouvoir tenter de faire revenir en fait ce marqueur de son côté. S'il ne le fait pas, en fait, eh bien tant pis, ça va rester sur du gris, ça sera à nouveau à moi de jouer, je pourrai rajouter encore des cartes pour tenter de faire arriver le marqueur ici, ce sera à nouveau au joueur bleu de jouer qui pourra tenter de le faire revenir dans le gris ou dans le bleu, et s'il n'y arrive pas, quand ça va être à nouveau à moi de jouer au début de mon tour, s'il est sur un emplacement rouge comme ceci, eh bien je vais tout simplement remporter le siège. Alors si vous parvenez à remporter le siège, que va-t-il se passer? Eh bien vous allez retirer le cube ou le disque adverse que vous allez gagner. Effectivement, ça va vous rapporter des points de victoire en fin de partie, le nombre de cubes et de disques que vous aurez réussi à prendre à votre adversaire. Et immédiatement, vous allez pouvoir le remplacer par un cube de votre couleur, à condition de satisfaire aux besoins s'il y en a. Donc là, par exemple, pour Louisbourg, il y a un dessin de colon, donc si je veux placer un symbole de colon après avoir remporté le siège, il faut donc que je joue immédiatement une carte où il y a un symbole de colon. Donc si j'arrive à le faire, je peux placer un cube, sinon je ne place pas de cube qui redevient neutre, et donc n'importe quel joueur pourra à nouveau attaquer Louisbourg. Alors attention, s'il y avait un disque de fortification, malheureusement, vous le détruisez et vous ne pourrez pas le garder pour vous. Donc à ce moment-là, vous le remettez le disque de fortification dans la réserve générale qui pourra être reconstruit, et vous prenez la place si vous parvenez à jouer une carte. Alors attention, ça ne compte pas comme une action de jouer la carte colon pour pouvoir prendre la place, hein. Et évidemment, si c'est une nouvelle ville que vous prenez, vous allez récupérer la carte du lieu correspondant dans votre paquet de cartes lieux disponibles. Alors attention, le joueur qui a perdu le contrôle de cette ville ne va par contre pas perdre la carte qui va rester dans son paquet, et qui va peut-être le gêner puisqu'il ne pourra pas la jouer vu qu'elle ne lui appartient plus par contre. Alors attention, il y a quand même une petite pénalité aussi pour le perdant d'un siège. Effectivement, le gagnant va récupérer la totalité des cartes qu'il avait jouées dans sa case de siège et les remettre dans son paquet de défausse. Mais par contre, le perdant, lui, va devoir choisir une carte empire qu'il a jouée et il va devoir la remettre dans le paquet correspondant, c'est-à-dire hors jeu. Elle pourra être rachetée plus tard, mais pour l'instant, elle est détruite. Alors attention, il ne peut le faire qu'avec les cartes empire, c'est-à-dire celles qui ont un dessin. Il ne peut pas défausser, remettre une carte de localisation dans la pile de localisation. Si jamais il n'a pas joué de carte pour sa défense, ou bien qu'il n'a pas de carte empire à défausser, eh bien par contre, il n'a pas d'autre pénalité. Il pourra replacer les cartes restantes dans sa pile de défausse. Alors, dans les cartes Empire, il y en a plusieurs qui ont des symboles militaires. Nous avons des Rangers qui permettent de rajouter un de symbole militaire. Nous avons aussi des milices qui permettent aussi de rajouter. Nous avons des infanteries régulières qui ont 2 symboles, déjà plus intéressants. Nous avons aussi des chefs militaires qui, eux, peuvent être joués comme action libre, c'est-à-dire qui ne coûtent rien à jouer. Donc ça peut être sympa pour jouer une carte supplémentaire en attaque lorsqu'on attaque, et gratuitement sans dépenser d'action. Et enfin, nous avons de l'artillerie de siège, qui rajoute jusqu'à 3 symboles, alors c'est sympa, mais par contre, lorsqu'on joue une telle carte lors d'un siège, eh bien on va être obligé de payer 3 pièces de monnaie pour pouvoir la jouer. Alors vous l'aurez compris, les sièges peuvent durer longtemps et vous bloquent vos cartes. Heureusement, il y a la réserve, et je vous le rappelle, dans la réserve, on peut placer des cartes empire spéciaux, et donc on peut accumuler comme ça une force de frappe assez importante, soit pour attaquer l'adversaire à un moment donné, soit pour pouvoir se défendre aussi. Ça peut toujours faire peur à l'adversaire qu'on ait placé des cartes militaires dans sa propre réserve. Voilà. Alors, si vous pouvez ainsi faire la guerre conventionnelle, vous pouvez aussi utiliser des embuscades et des rushs. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, il va falloir avoir des cartes spéciales, que sont les natifs américains ou les rangers, qui vont permettre de faire des raids ou des embuscades. Alors, les raids vont vous permettre d'attaquer les villes de l'adversaire pour les réduire, c'est-à-dire détruire les villages ou bien transformer les villes en villages.
Pour pouvoir faire ceci, il va donc falloir jouer une carte de l'origine du lancement du raid. Donc par exemple, si je décide de lancer un raid à partir de Pemaquid, il va falloir que je joue la carte Pemaquid, et qu'ensuite je joue une carte me permettant de faire le raid, donc soit un ranger, soit un natif américain. Alors, une carte me permettant de faire un raid va avoir une portée de 2 connexions. Les connexions, ça va être le long des fleuves, ou bien le long des routes, ou bien le long des pointillés qui servent de zone de déplacement entre 2 villes uniquement pour les raids et les embuscades. Donc là, par exemple, à partir de Pemaquid, en jouant une carte raid, j'utiliserai 2 connexions. 1, 2, je pourrais aller faire un raid jusqu'ici, mais je ne peux pas atteindre Québec. Pour avoir le droit d'atteindre une connexion plus loin, il va falloir que je joue une carte supplémentaire. Donc par exemple, en jouant une carte de natif américain plus une carte de ranger, je pourrais avoir une portée de 2 plus 1 parce que j'ai joué une carte supplémentaire, 3 connexions. Si je joue 2 cartes, eh bien je pourrais aller jusqu'à 4 de distance. Alors attention, on ne peut pas réaliser de raid en direction d'un lieu fortifié. Donc là, mon adversaire ne pourra pas m'attaquer Pemaquid, par exemple, qui est déjà fortifié. Il ne peut pas non plus passer par un endroit fortifié. Donc si par exemple j'avais construit un village fortifié ici, eh bien il ne pourrait pas faire de raid en direction de Pemaquid en passant par un endroit où il y a quelque chose de fortifié appartenant à son adversaire. Alors attention, les Amérindiens se font payer pour pouvoir faire des attaques à notre place, et donc il faudra utiliser une pièce pour chaque carte de natif américain que l'on joue. Si on en joue plusieurs, eh bien il faudra payer 1 par carte utilisée pour lancer le raid. Alors une fois un raid annoncé, imaginons donc que j'attaque Québec, eh bien le défenseur peut décider de se défendre s'il possède une carte lui permettant de se défendre. Donc par exemple justement une carte ranger. S'il arrive à jouer une carte ranger bleue, eh bien il pourra éviter tout simplement le raid sans plus de déconvenus. Si par contre il ne peut pas, eh bien malheureusement le raid va fonctionner et donc je vais pouvoir lui réduire sa ville en village, on mettra un cube à la place, et si c'est déjà un village, eh bien carrément détruire le village et enlever le cube. Ce qui fait perdre des points à l'adversaire et ce qui libère des villes pour pouvoir les coloniser plus facilement. Alors, précision importante, je vous ai dit que pour bloquer un raid, il fallait jouer une carte spéciale où il y a marqué qu'on peut bloquer un raid, mais il y a une deuxième façon de se protéger en jouant tout simplement la carte correspondant au lieu attaqué. Donc là, si mon adversaire joue à la carte Québec en main et joue la carte Québec, eh bien le raid ne fonctionne pas. Voilà pourquoi il faut lancer ses raids au bon moment en fait, regarder un peu ce que l'adversaire joue et ce qu'il a mis dans sa défausse pour pouvoir réaliser des raids qui fonctionnent. Alors évidemment, comme pour les sièges, à chaque fois que vous allez prendre un cube à l'adversaire par un raid, vous allez le gagner, ce qui vous rapportera des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Alors attention, si vous avez perdu le contrôle d'un lieu, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cube dessus, mais que vous avez toujours la carte, puisqu'on ne la défausse pas, eh bien vous pourrez reprendre possession du lieu en jouant une action colonisée, c'est-à-dire en jouant la carte correspondante et en ajoutant une carte présentant un symbole de colon, et à ce moment-là, vous pourrez reconstruire un village à un endroit qui avait été précédemment détruit. Alors, c'est quoi la différence avec les embuscades? Eh bien, les embuscades vont permettre de réduire les troupes de l'adversaire, en fait, et carrément de lui détruire ses attaquants. Alors, pareil, on va jouer des cartes où il y a marqué qu'on peut réaliser une embuscade avec, donc par exemple, les natifs américains et les rangers peuvent aussi le faire. Évidemment, il faut payer les Indiens s'ils font une embuscade. À ce moment-là, on joue la carte, il n'y a même pas besoin de regarder le plateau, et l'adversaire doit se défendre, en fait, après que l'embuscade lui ait été déclarée, en jouant une carte qui lui permet de bloquer l'embuscade. Attention, il peut aussi jouer des cartes d'Indiens pour bloquer une embuscade sans avoir besoin de les payer. Évidemment, ils se défendent quand ils sont attaqués. Si jamais il ne peut pas jouer une carte pour se défendre contre l'embuscade, il va devoir perdre une carte présentant le symbole indien, comme ceci, donc c'est-à-dire souvent toutes les troupes, en fait. Donc soit il va perdre une carte de son choix de sa réserve, qu'il va remettre dans le paquet général, soit il va perdre une carte présentant un indien qu'il a dans la main. Si jamais il n'a pas de carte dans la main et pas de carte en réserve présentant ce symbole, eh bien il est obligé de montrer sa main pour dire « ben non, tu vois, ton embuscade ne sert à rien », mais voilà, il montre quand même son jeu à son adversaire.
Alors il est à noter qu'il existe une carte chef indien qui, si elle est jouée lors de son tour, permet de faire une action spéciale, c'est-à-dire de piquer une carte d'Amérindien à son adversaire et de la récupérer dans sa propre réserve. Elle peut aussi être jouée pour augmenter la distance des raids de 1, et donc voilà, c'est une carte qui peut être intéressante et qui est achetable pour 2. Voilà donc l'éventail de toutes les actions possibles que l'on peut faire lors de son tour. Donc ça fait beaucoup, mais en fait c'est en fonction des cartes que vous allez avoir en main que vous pourrez ou pas faire la plupart des actions. Il est toujours possible de passer et de ne pas effectuer d'action pendant son tour, une des deux actions ou bien la totalité de ses actions. Et il est toujours possible de capituler en fait lors d'un siège, même si le siège est en cours et que c'est resté sur les cases grises, on peut tout à fait décider d'arrêter le siège et de dire c'est bon, je me rends, je pars du siège, ou bien je le perds. Par contre, évidemment, je subirai la pénalité quand même, hein. Mais ça permet de récupérer des cartes dont on a besoin, par exemple, pour effectuer un siège ou pour se défendre contre un autre siège qui arrive en même temps, car il peut y avoir évidemment des sièges doubles, c'est-à-dire un qui attaque une ville pendant que l'autre attaque une autre ville. Alors, quand est-ce que le jeu prend fin et qui gagne? Eh bien, tout d'abord, il y a la possibilité de gagner en allant prendre une capitale adverse. Pour le joueur britannique, s'il arrive à coloniser Québec ou bien à faire un siège réussi à Québec, c'est-à-dire que le joueur se déclare perdant, eh bien, la partie s'arrête immédiatement. Et dans l'autre sens, c'est valable pour le joueur français qui peut essayer de prendre soit Boston, soit New York. S'il arrive à prendre une de ces villes, ou bien à la coloniser, ou bien à faire un siège réussi, il l'emporte. Attention, si on effectue des raids et qu'on supprime les pions de l'adversaire sur une des capitales, il faudra cependant aller la coloniser pour pouvoir l'emporter. Alors que sur un siège, si on arrive à enlever le jeton de l'adversaire, eh bien, on n'est même pas obligé de placer un cube, c'est-à-dire de jouer une carte colon, pour l'emporter. Si on n'arrive pas à réaliser cet objectif-là, la partie peut s'arrêter de deux autres manières différentes. La première, si un joueur a réussi à placer tous ses disques ou bien tous ses cubes en jeu et qu'il n'y a pas de siège en cours au début d'un tour, à ce moment-là, la partie se prend fin et on va compter les points de victoire. Et la deuxième façon, ça va être d'avoir réussi à capturer 12 points à l'adversaire. Effectivement, les disques qui représentent les villes vont rapporter 4 points. Je vous rappelle qu'à chaque fin de combat, on les met de côté ceux de l'adversaire. Et les petits cubes vont rapporter 2 points. Si on arrive à capturer comme ceci pour 12 points à son adversaire, eh bien la partie prend fin aussi et on va compter les points de victoire. Ce calcul de points de victoire se fait en additionnant les points de victoire des lieux que l'on contrôle, en sachant que lorsqu'il y a une ville, c'est-à-dire un disque, les points sont multipliés par 2, donc là par exemple ça vaudrait 4, et que sinon on marque le nombre de points correspondant si on a placé un village. Les fortifications ne rapportent rien. À ce total de points, on ajoute le total des points capturés à l'adversaire, en se rappelant que chaque cube va rapporter 2 points de victoire et chaque disque 4 points de victoire supplémentaires. Le joueur qui a obtenu le plus de points de victoire l'emporte. Alors, il est à noter que s'il y a une égalité de total en points de victoire à la fin, ce qui est quand même assez rare, c'est le joueur français qui est considéré comme gagnant. Et il est à noter que si on arrive à prendre une capitale à l'adversaire, on gagne immédiatement la partie sans avoir besoin de faire le calcul de points de victoire qui se fait uniquement dans le cas où on place la totalité des villes ou des villages que l'on a en réserve. Voilà pour quelques arpents de neige, Few Aqua of Snow, un excellent jeu de Martin Wallace, vous l'aurez compris, assez complexe car il y a pas mal de règles et surtout il y a beaucoup de choix de stratégies différentes à effectuer, mais c'est pour ça que le jeu est bon, et avec un principe très original à la fois de déplacement et de construction de decks qui peuvent devenir un peu trop gros, il va falloir retirer des cartes, choisir une orientation générale. Donc voilà, très très sympathique à jouer et très original. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.